est les seuls à proposer de l'investissement dans le cinéma. Et quand je dis les seuls, c'est les seuls au monde. On participe au Festival de Cannes, j'ai été invité à l'Académie des Oscars. Mais pourquoi je choisirais plus le cinéma ? Et c'est pas censé rapporter tout le temps de l'argent. Tu dois imprimer ton dossier en 15 ou 16 exemplaires, le renvoyer pour qu'à la fin ils te disent mettre peut-être 6 ou 7 mois pour dire ok, on vous donne 9 000 euros. Enfin, aucun intérêt. Bienvenue dans Coquillage, or et argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Ici, on ne parle pas seulement de chiffres, de pièces ou de billets. On parle de ce qui vibre en nous, de nos histoires de famille, de notre éducation et de cet héritage invisible qui, encore aujourd'hui, dicte notre façon de vivre et impacte notre bien-être. Je suis Éléonore et dans ce refuge sonore, je t'invite à explorer l'intimité de ton rapport à l'argent. Bonne écoute et bon voyage. Bienvenue dans Coquillage, or et argent, le podcast qui t'enrichit en parlant d'argent autrement. Aujourd'hui, on va parler de cinéma. Et du coup, l'idée, c'était vraiment pas forcément d'aller sur la critique des blockbusters, parce que ça, c'est pas notre rôle, mais plutôt de partir sur le nerf de la guerre, en tout cas le nerf dans le business, c'est l'argent, toujours l'argent et encore l'argent, et notamment le financement des films. Aujourd'hui, avec mon invité, on va décortiquer comment justement on peut investir dans le cinéma et pourquoi aujourd'hui j'ai choisi ce sujet. Tout simplement parce que je suis une passionnée du cinéma et donc du coup j'aime bien aussi emmener un peu tout le monde dans mes réflexions, mais aussi parce que j'ai constaté, en tout cas tu me le diras, que dans le cinéma il y a un peu ce côté, c'est un peu une citadelle fermée quand même, où c'est toujours les mêmes circuits qu'on voit, très traditionnels, et où finalement les financeurs sont... c'est peu de personnes en fait finalement qui financent et qui produisent les mêmes récits. Et je pense que c'est dommage parce que du coup, il y a plein de récits qu'on ne peut pas voir, qui restent vraiment dans des tiroirs et qui mériteraient peut-être d'être aussi financés, diffusés. Et donc du coup, voilà. Donc aujourd'hui, je suis avec un invité assez spécial que j'ai rencontré à Angers lors d'un congrès sur l'investissement. Et je ne m'y attendais pas, pour être honnête. C'était vraiment, je voulais parler d'investissement financier, d'éducation financière. Et j'attendais plein d'autres invités. Et je suis tombée sur cet entrepreneur qui est à mi-chemin entre la tech, la culture et du coup la finance aussi. Il s'appelle Grégory Montfort. Et aujourd'hui, pour moi, il a créé une sorte de révolution avec son entreprise Ace Fund. Tu me diras si je le dis bien. C'est comme ça que ça se dit. Et donc, du coup, l'idée de cette entreprise, c'est vraiment de permettre à n'importe qui, des particuliers, d'investir dans le cinéma via la tokenisation. Et donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. On va expliquer au cours de l'interview. Mais globalement, aujourd'hui, Grégory, il a quand même présenté ce projet à Las Vegas lors d'un sommet sur l'innovation technologique. Il a été lauréat et speaker. Il a séduit aussi des producteurs et des réalisateurs, réalisatrices qui ont vraiment adhéré à ce projet et aujourd'hui qui voient une alternative, en tout cas, dans les modèles de financement pour le cinéma. Et donc, du coup, sans plus tarder, je vais l'inviter pour justement qu'il puisse nous dire un peu plus qui il est avant qu'on enchaîne. Voilà. Bonjour et merci beaucoup Éléonore pour ton invitation. Je t'en prie. Et donc du coup, comme je disais, nous on s'est rencontrés dans un congrès sur l'investissement. Pourquoi tu es allé à ce congrès ? Quel était le but en tout cas pour toi ? Alors il y en a deux. Le premier, c'est que
on est sur ce qu'on fait chez Ace Fund, c'est très innovant, parce que premièrement, la tokenisation dans l'investissement, on est un des seuls à le faire, même s'il y a des plateformes d'investissement, mais nous, on est les seuls à proposer un club d'investisseurs à travers la tokenisation. On expliquera un petit peu après ce que c'est. Et aussi, on est les seuls à proposer de l'investissement dans le cinéma. Et quand je dis les seuls, c'est les seuls au monde. Personne d'autre que nous ne propose de l'investissement dans le cinéma à travers la tokenisation. C'est pour ça qu'on a la chance d'arriver à toucher des réalisateurs et producteurs d'Hollywood ou d'autres pays parce que ça n'existe pas dans leur territoire. Donc il y a cette idée déjà on peut appeler ça sensibiliser, communiquer, évangéliser, on peut dire tous les mots qu'on veut, l'idée du coup de se faire connaître de manière générale. Et aussi en fait on cherche à grandir. Donc on a une base d'adhésion, enfin une base d'adhérents pour être membre du club, dont maintenant tu fais partie depuis quelques jours, donc bienvenue à toi. L'intérêt en fait c'est que plus on a de personnes qui nous rejoignent dans le club, plus on a une force importante pour financer des œuvres. Pas que du cinéma d'ailleurs, mais donc il y a cette idée de pouvoir grandir. Et comme le club s'organise avec des chapters locaux, ce qu'on appelle des antennes locales aussi, on en a déjà 6 dans plusieurs pays. L'idée, c'est aussi de pouvoir des fois trouver des potentiels ambassadeurs locaux qui vont dire moi, ça m'intéresse de créer le chapter Ace Fund sur Angers, sur Nantes, sur Monaco, peu importe. Donc on bouge pas mal. On a bougé un peu en 2024, beaucoup en 2025. Et c'est déjà prévu plein d'endroits pour 2026. Ok. Et si je reviens un peu à la base, est-ce que toi, tu es un enfant du 7e art ou est-ce que tu es plutôt dans la tech à la base? Comment tu es venu en fait à développer cela? Alors moi, je suis artiste, pas du tout dans la tech de base. Le 7e art, oui, m'a toujours passionné. Le métier que je voulais faire quand j'étais petit, c'était acteur. J'ai donc fait du théâtre pendant une grosse quinzaine d'années. J'ai fait des matchs d'impro pendant quasiment 6 ou 7 ans. J'ai écrit une pièce, j'ai écrit des sketchs, donc j'étais vraiment très doué pour ça. Maintenant, j'habitais dans une petite ville du sud de la France, qui s'appelle Pau. C'est pas très facile de percer. Il fallait que je monte à Paris pour un provincial, me dire je vais aller à Paris, mais je ne sais pas où est-ce que je vais me loger, comment je vais vivre, etc. Donc j'ai pas abandonné le fait de travailler dans le cinéma, mais je me suis dit je vais commencer à faire des cours de théâtre, etc. Et j'ai eu des tout petits rôles dans certains films. Voilà, un des films, j'ai eu notamment un petit rôle, j'apparais peut-être 20 secondes dedans, mais c'est un film réalisé par Patrice Lecomte qui s'appelle Voir la mer. J'avais tourné justement à Biarritz en 2010 ou 2011. Et ensuite, j'étais très impliqué dans la culture hip-hop en même temps, en parallèle, où là, c'était beaucoup plus facile de faire du réseau, des contacts, il y a beaucoup plus d'échanges assez facilement que dans le milieu du théâtre. Donc j'ai naturellement bifurqué vers le hip-hop et j'ai continué à écrire, donc cette fois-ci plutôt du rap. J'ai organisé des événements, j'ai programmé des artistes et je me suis fait un réseau comme ça et donc on va dire, je me suis même professionnalisé dans le secteur de la culture où j'ai vécu de ça pendant une petite dizaine d'années. Et c'est à la fin, juste avant le Covid, que j'ai commencé à bifurquer vers la tech. D'accord, ok. Et pourquoi en fait? Est-ce que c'est parce que pendant le Covid, si je me rappelle, les salles de cinéma étaient fermées, les théâtres aussi, il n'y avait pas de concert forcément. Est-ce qu'il y a un élément, je ne vais pas dire perturbateur, mais déclencheur, qui a fait que tu as bifurqué dedans en fait? Moi, c'est une accumulation de différents éléments. La première, c'était que financièrement, je vivais beaucoup de prestations et de missions en tant que on va dire consultant culturel hip-hop pour des festivals ou des centres culturels, voire des salles de concert, et que des fois il y a des prestations qui étaient annulées au dernier moment parce que ça restait un peu précaire. Donc je cherchais à développer des revenus passifs et je me suis intéressé un petit peu à l'investissement. Je me suis donc intéressé un peu à la bourse, au trading, et je suis tombé dans la crypto. Et quand j'ai commencé à comprendre la crypto, j'ai découvert la blockchain. Donc c'est là que j'ai commencé déjà à m'intéresser à ce côté un petit peu tech. Et en fait, en même moment que j'étais dans le milieu du hip-hop, j'ai rencontré des personnes qui travaillaient dans le cinéma, notamment Hubert Koundé, qui est maintenant réalisateur, mais surtout acteur, qui a notamment joué le rôle de Cousin Hub dans La Haine, un film assez culte, et qui me dit, voilà, c'est pas facile de financer des films, est-ce qu'on pourrait pas trouver d'autres sources de financement entre la France et la Belgique? Et c'est là que j'ai eu l'idée de me dire, mais pourquoi pas mêler la blockchain avec tout le modèle d'ICO, vendre des jetons pour financer des films.
Le Covid est arrivé, donc j'ai plus eu le droit de travailler en fait légalement parce que les événements étaient arrêtés. Donc finalement, ça m'a permis de commencer à développer un peu des projets blockchain. J'ai travaillé sur des projets un peu tech pendant 2 ans, et à la fin de la pandémie, j'ai créé mon entreprise. Et c'est là ensuite que ça a commencé à démarrer, quoi. Ok, d'accord. Et pourquoi ne pas avoir pensé, parce qu'il me semble que la coproduction, ça existe de base, pourquoi forcément avoir voulu créer un modèle basé sur la blockchain quand aujourd'hui on peut faire de la coproduction internationale? La coproduction internationale, en fait, c'est assez compliqué parce que il faut déjà soit avoir déjà des fonds, soit avoir ce qu'on appelle un historique ou un track record. Donc moi qui me lançais dans le cinéma, en plus j'avais pas de structure pour ça, c'était pas facile. Et surtout c'est assez centralisé parce que tu dois aller t'adresser à des centres, soit en France il y a ce qu'on appelle le CNC, donc c'est le Centre national du cinéma. Mais sinon tu as un comité de financement aussi en Belgique. Pour résumer, c'est un groupe de personnes qui sont 15 ou 16. Tu vois, tu dois imprimer ton dossier en 15 ou 16 exemplaires, leur envoyer pour qu'à la fin ils te disent ils te mettent peut-être 6 ou 7 mois pour dire OK, on vous donne 9 000 euros. Enfin, aucun intérêt. Et en parallèle, quand tu regardes dans la crypto, je te parle bien là de 2019 à l'époque, tu as des projets qui lèvent plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros, juste en publiant un white paper et en faisant de la com sur Twitter. Et tu te dis, mais pourquoi on ferait pas ça, quoi, tu vois? Bon, ce côté décentralisé. Et je me suis dit, en fait, quand les fondations, les projets crypto sont financés directement par leurs utilisateurs. Les utilisateurs finaux des films, c'est le public. Et pourquoi pas, le public ne pourrait pas directement financer un film plutôt que être sollicité simplement pour aller acheter sa place. Il peut directement, dans le début, acheter ses places financer le film. Donc on a fait plusieurs tests sur des entreprises, des albums, des choses qui ont bien marché. Mais on a réellement tokenisé un premier film en 2023. C'était un film qui s'appelait Atoman, avec réalisé par Anouar Matassim. Donc là, on a tokenisé pour 12% du budget. On n'a vendu aucun jeton parce que les gens n'y ont pas cru. Pourtant, le film a commercialement marché. Mais on a continué à tokeniser d'autres projets, notamment dans le secteur de l'industrie. En 2023, on a réussi à lever 500 000 euros pour un projet. Donc c'était prouvé que ça marchait. Et janvier 2024, quand je suis allé au CES de Las Vegas, je me suis inscrit à un concours de start-up un petit peu par hasard là-bas. J'ai remporté la première place, donc j'ai eu une reconnaissance parce que j'étais la première entreprise Web3 et première entreprise belge, parce qu'on est basé en Belgique, à avoir remporté un prix d'innovation au CES de Las Vegas. Et dans la foulée, je crois que 2-3 mois après, alors, qui n'a absolument rien à voir avec moi, les plupart des gros fonds d'investissement mondiaux, notamment BlackRock, ont annoncé commencer à utiliser la tokenisation. Donc en fait, ils ont digitalisé leurs actifs sous gestion sur la blockchain. Et donc c'était une sorte de preuve sociale pour dire la tokenisation, c'est le futur, tout le monde y va. Et c'est un petit peu comme si tu revenais 20 ans en arrière où les gens disent on arrête d'utiliser des courriers, on utilise des emails. Ça paraît tellement logique aujourd'hui. La semaine dernière, il y a eu la première introduction en bourse tokenisée en Europe, fait par Lise et Cryptown. Et en fait, à terme, ce sera un standard. Donc nous, on est les seuls à le faire dans le secteur du cinéma. Donc bientôt, quand tu achèteras quelque chose qui a de la valeur, il y aura forcément de la blockchain par derrière. On va dire en back d'un point de vue technique, mais les gens le sauront pas forcément, ils n'ont pas besoin de le savoir de toute façon. Ok, d'accord. Mais moi, je suis curieuse, parce que même si les gens n'ont pas besoin de le savoir, déjà juste, si on revient à la fabrication du film, au financement en soi, on sait, en tout cas en France, je ne sais pas pour la Belgique, mais c'est en moyenne 4-5 millions le budget d'un film, hein, c'est ce que j'ai pu voir. En moyenne. En moyenne, après, il y a plus gros, il y a vraiment plus petit aussi. Mais du coup, comment on finance en fait un film aujourd'hui? Tu as parlé des aides du CNC, des aides régionales liées à peut-être une région qui est mise en valeur. Mais il y a quoi d'autre en fait qui finance le film aujourd'hui? Il y a plusieurs types d'aides. Premièrement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en Europe, même si tu peux l'avoir dans d'autres pays. C'est ce qu'on appelle d'abord le crédit d'impôt ou tax rebate à l'étranger. Tu as par exemple la Belgique qui propose un dispositif qui s'appelle la tax shelter, où tu récupères 45% de déduction fiscale après le tournage. En France, le crédit d'impôt est aux alentours de 28-30%. Ce qui veut dire qu'en fait, 12 mois après le tournage, pour prouver que tu as bien effectué les dépenses, tu récupères 30% du budget sous forme de crédit d'impôt.
D'accord. Donc ça, c'est de l'argent que tu es sûr de percevoir parce que les crédits d'impôt sont automatiques. Maintenant, il faut pouvoir avancer les frais puisque tu les récupères que 12 mois après. Donc il y a ce problème de trésorerie-là. Tu peux avoir des financements de la part du CNC. Donc le CNC, c'est pas forcément automatique, mais si tu fais un film en France, tu peux avoir entre 15 et 20%, enfin ça dépend. Tu peux des fois avoir les régions. Donc il y a la région Île-de-France, la région PACA, la région Rhône-Alpes qui vont financer. Ça, c'est pas non plus automatique. Tu as des comités de sélection du visuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais ton film dans la région de Marseille, tu vas donc dépenser de l'argent dans la région parce que tu vas louer le studio, tu vas louer des hôtels, tu vas prendre des restaurants pour toute l'équipe du tournage. Ça fait vivre en fait toute une économie. Généralement, c'est quand même assez rentable. Il y a eu un rapport pour la région de la Wallonie qui a démontré qu'en 2025, 1 euro investi rapporte 8 euros à la région. Donc c'est pour le coup assez rentable sur les régions, sur le territoire en tout cas. Le CNC, lui, fait ce qu'on appelle de l'avance sur recette, puisque le CNC, en fait, va t'avancer de l'argent et il récupère une partie sur les tickets. Parce que 100% des billets de cinéma vendus en France, le CNC prend une toute petite partie, même si c'est les films étrangers ou les films français. Donc il y a une sorte d'énorme pot commun où il prend un petit-fils sur 180 millions de tickets vendus l'année, et à partir de là, il dit les productions qui sont éligibles, on finance. Tu peux avoir en plus après d'autres types de fonds privés ou publics dont j'ai oublié les noms. Tu peux avoir ensuite du fonds propre. Tu peux avoir ce qu'on appelle de l'apport en industrie. Donc l'apport en industrie, c'est typiquement un studio qui va dire nous, on vous fait, ça coûte 2 millions d'euros de faire le tournage pendant 3 semaines chez nous, ou on va dire 4 semaines, on s'en fiche. Et en fait, on va vous le faire que pour 500 000 euros. Et les 1,5 million, on va prendre des parts dans le film. Tu vois, donc ça peut être intéressant. Généralement, les studios font ça des fois pour la coprod. Tu peux avoir des gros studios qui peuvent se le permettre. Des fois, des acteurs aussi, parce que ce qui coûte cher dans un film, c'est le cachet de l'acteur. Et des fois, l'acteur va prendre des parts de coproduction, donc de l'apport en industrie en quelque sorte, et réduire son cachet. Tu as des exemples. L'exemple le plus connu, parce que voilà, c'était un énorme succès, c'était Jumeaux avec Arnold Schwarzenegger. Donc là, pour le coup, c'est un exemple américain. Schwarzenegger avait cette étiquette de, on va dire, film de muscles, film d'action et compagnie. Donc quand il a voulu faire une comédie avec Danny DeVito, aucun producteur n'y a cru. Et à force, il était tellement sûr de lui qu'il a dit j'en ai marre, personne ne finançait le projet. Je vais faire le film sans percevoir de cachet. Donc comme ça réduit énormément le budget. Par contre, je prends 40 ou 45% des droits. Et du coup, c'est ce film-là qui lui a rapporté le plus d'argent, puisque à l'époque, pour Terminator, il avait perçu que 700 000 ou 800 000 euros, enfin 800 000 dollars de cachet, ce qui n'est pas énorme. Et alors que ce film-là lui a rapporté plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc il a gagné beaucoup plus avec Jumeaux que tous les franchises Terminator réunies, quoi. Ça, c'est assez conséquent. Et donc, quand tu as toutes ces aides publiques et privées qui se rajoutent, soit tu as ton budget de financement qui est bouclé, auquel cas tu fais ton film, soit tu n'en as pas assez, et auquel cas tu vas essayer d'aller combler avec ce qu'on appelle des Sofica ou nous-mêmes. Donc les Sofica, c'est plutôt un organisme qui demande aux gens... Des fonds privés, non? Ouais, mais sauf qu'il n'y a pas de rendement derrière, c'est juste de la défiscalisation. Donc en fait, tu sais que potentiellement tu vas perdre de l'argent sur un film. En plus, tu choisis même pas ton film. Tu investis dans une entreprise qui va mettre de l'argent sur un film français. Tu as un avantage fiscal. Nous, en fait, on vient tokeniser, c'est-à-dire qu'on va fractionner le montant qui reste. Donc, typiquement, s'il te reste 500 000 euros, au lieu d'aller voir quelqu'un pour 500 000 euros, on va créer 500 jetons à 1 000 euros ou 200 jetons à 2 500 euros. Et à partir de 1 000 ou 2 500 euros, tu peux acheter des droits dans le film. Tu vois. Tu peux mettre plus si tu le veux, mais du coup, tu fais une avance sur recette et quand le film sort, tu perçois un pourcentage des revenus. Donc soit c'est ces modèles-là qui fonctionnent, soit ça peut arriver des fois que ça se fait beaucoup en Afrique, c'est que finalement ils décident de réduire le budget. Ils disent voilà, mais ça se fait aussi en Europe, mais on a un budget de 15 millions, on n'a que 13 millions 5 ou 14 millions, on va réduire le budget de 14 millions, donc on va faire l'impasse sur telle ou telle chose et on fait le film pour moins cher parce qu'il faut que ça sorte. Parce que si le film ne se fait pas, tu n'obtiens pas ton budget cinéma, enfin ton budget CNC, tu n'obtiens pas ton crédit d'impôt, donc tu te dis on va pas perdre 14 millions alors qu'il ne manque que 1, tu vois. Tant pis, on le fait pour 14 et on le ferait pour moins cher. Ok, et pourquoi c'est un parcours du combattant maintenant? Parce que j'ai vraiment l'impression
Moi, quand je vais dans des festivals, quand je parle à des professionnels du cinéma, j'ai l'impression que c'est un parcours du combattant pour obtenir des fonds. Après, bon, c'est un peu le cas aussi dans tous les business, hein, en vrai. Hein. Mais j'ai l'impression que produire, financer aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, surtout que la culture est de moins en moins prioritaire, en tout cas pour les institutions. Mm. Alors, il y a le mot que tu as lâché, c'est culture. Mhm. Et justement, moi, je considère pas forcément que le cinéma, c'est que de la culture. Ça, c'est une vision très francophone et européenne en disant c'est de la culture et donc ça rapporte pas d'argent. Moi, je considère que c'est de l'entertainment. Et donc, c'est les industries culturelles et créatives, ça représente plusieurs milliards. Et c'est pas censé rapporter tout le temps de l'argent. Tu veux faire un film, un documentaire qui est là pour parler d'un sujet de société. Effectivement, c'est pas censé rapporter de l'argent. Par contre, quand tu fais une franchise d'animation ou de science-fiction, c'est quelque chose qui va être vraiment une machine à cash. Donc il faut bien distinguer, est-ce que tu es vraiment sur un produit plutôt culturel ou est-ce que tu es vraiment dans un secteur qui va rapporter beaucoup d'argent. Et en fonction de ça, on arrive à établir est-ce que c'est plus important de se faire financer par du public parce qu'il n'y a pas de revenus derrière, ou très peu, identifié en tout cas, ou alors on va dire mais non, ça c'est un film qui va rapporter 1x10, 1x15, voire 1x100, et donc il faut vraiment y investir avec des fonds propres. Et je pense que il y a cette distinction-là qui n'est pas faite sur beaucoup d'acteurs du cinéma. En Belgique, par exemple, la très 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 grande majorité des producteurs et secteurs du cinéma francophone considèrent qu'un film ne rapporte pas d'argent. Et en fait, le business model, c'est de se payer sur le budget du film. C'est ce que j'ai vu. Donc je me verse un cachet, et avec ce cachet-là, j'arrive à toucher, je refais un autre film où je touche des droits parce que je suis intermittent, etc. Et voilà. Mais on fait pas des films pour que ce soit rentable. Nous, on ne travaille qu'avec des producteurs qui visent une rentabilité, en disant je ne cherche pas à faire un film pour juste être à l'équilibre. On a par exemple Jean-Mac avec sa société King of Cool qui lui vise un x4 sur son prochain film, et c'est pas de l'ambition démesurée, c'est qu'il dit les films aquatiques sur ces 10 dernières années ont une moyenne de rendement, de retour sur investissement de x4. Donc, on vise d'être dans la moyenne. C'est pas du tout ambitieux, surestimé ou sous-estimé, c'est la moyenne. Si le film cartonne, on peut être du coup à plus que x4, puisqu'il y a déjà eu je crois, 47 Meters Down qui lui a fait un x12. Donc, en fait, si on peut aller là-dedans, tant mieux. Il y a eu aussi Sous la scène avec Bérénice Bejo, produit par Same Player, où là, en fait, le film a dépassé les 100 millions de vues sur Netflix. Donc, c'est le film francophone le plus vu sur Netflix. Là, pour le coup, c'est pas l'affaire du siècle d'un point de vue... Après, il y a eu l'effet J aussi. Hein. Ça tombait, je pense, à peu près... Ouais, je pense que peut-être, mais pour le coup, Sous la scène 2 est en production. Donc après, on verra bien ce que ça donnera. Mais 100 millions de vues, ça prouve qu'il y a un attrait en fait, pour ce genre de film. Et clairement, nous, quand on a des personnes qui disent on vise une rentabilité... je te donne un autre exemple. On a eu le deck de Interstellar Entertainment. C'est une maison de production qui fait des films d'horreur, notamment Paranormal Activity. Donc c'est la franchise de cinéma la plus rentable de l'histoire. Paranormal Activity 1 a fait x844 en termes de retour sur investissement. Et sur l'ensemble des films qu'ils ont produits en 20 ans, ils ont x18 en moyenne. Donc pour 1 euro investi, ils en récupèrent 18. Enfin, $1. Parce que ils sont une boîte américaine. Donc tu vois, quand il y a des niches de films d'horreur avec des gens qui savent faire, ça rapporte beaucoup d'argent. Alors je dis pas que tous les films rapportent de l'argent, mais il y a un juste milieu entre des gens qui arrivent à faire du x18 en moyenne et d'autres qui disent que ça rapporte pas. Nous en fait on se situe entre les deux en disant on va sélectionner des films qui sur 2 ans peuvent présenter un retour sur investissement entre x1,5 et x3, x4 avec plusieurs indicateurs qui peuvent justement indiquer ce retour sur investissement, en tout cas le prévoir, que ce soit le crédit d'impôt, que ce soit la distribution, que ce soit les acteurs, etc. Et on va fractionner le gap de financement pour le proposer à des investisseurs privés. Ok, d'accord. Mais du coup, alors moi, ce que j'entends, en fait, c'est bien parce que ça change ma vision. Du coup, ça, c'est une vision très producteur de penser le film comme un business. Et c'est très bien puisqu'il faut aussi... faire tourner l'entreprise, en fait, tout simplement.
Mais à côté, il y a beaucoup d'auteurs, de réalisateurs, de réalisatrices qui ont une vision très artistique, donc n'ont pas forcément cette sensibilité-là. Donc comment on les amène à ça, en fait? Bah, en fait, c'est pas tellement le rôle du réalisateur ou de la réalisatrice, puisque le réalisateur va, entre guillemets, réaliser le film. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le film, mais c'est pas lui qui le finance. On va le contraindre des fois, budgétairement parlant. On va lui dire. Ça, justement, c'est le travail. C'est un deuxième souci qu'il va y avoir dans la production. Un producteur, comme c'est lui qui trouve l'argent ou qui met l'argent de sa poche, il va des fois imposer des choses qu'il pense être plus rentables. Ça peut être tourner dans tel studio parce que c'est moins cher ou parce que justement il y a ce qu'on appelle des avantages fiscaux, tax credit. Peut-être il va demander à ce qu'il y ait telle ou telle scène qui soit enlevée parce que cette scène-là, à elle seule, elle coûte 15% du budget, ou peut-être qu'il va la faire autrement. Il va peut-être imposer un acteur qui est beaucoup plus connu, en tout cas parce qu'il va faire vendre plus de tickets, ou parce que c'est un ami avec lequel il travaille, donc il arrive à négocier des cachets, etc. Il y a deux types de projets. Soit un réalisateur, il a déjà son film en tête, et c'est lui qui le produit, et auquel cas on peut dire que c'est du film d'auteur, parce qu'en fait c'est le producteur, il a son film, il sait comment il va le réaliser, donc c'est lui qui va aller jusqu'au bout. Soit c'est le producteur qui veut faire un film, il a déjà l'idée d'une histoire en fait qui est intéressante, donc il a peut-être acheté un scénario, et du coup il n'a pas de réalisateur. Donc là il va acheter un réalisateur pour dire ben voilà l'histoire, voilà les acteurs qu'on veut faire, voilà les budgets, est-ce que tu veux réaliser mon film? Et typiquement c'est ce qui se passe sur les films, les blockbusters. C'est rarement quand tu vois par exemple Black Panther ou un Spider-Man, il n'y a pas un réalisateur qui se dit ah, tiens je veux faire un Spider-Man. Non, il a été contacté par Marvel pour dire tu vas faire ce film. À l'inverse, quand on a Eusanne Palcy qui est les réalisatrices, elle a des idées de films, elle va voir des producteurs, et elle n'arrive pas des fois à trouver des... Pourtant, elle a un palmarès, elle a un Oscar, elle a un César, elle est super connue, mais elle n'arrive pas à se mettre d'accord avec des producteurs parce qu'ils veulent modifier son scénario. Donc du coup, quand elle voit notre modèle, elle se dit bah, super, je vais bosser avec vous parce que là, du coup, je vais pouvoir avoir mes financements et rester maître de mon œuvre sans que ce soit dénaturé, quoi. Ok, je comprends mieux parce que je me posais la question. Ok. Et du coup, Ace Fund, c'est quoi exactement? On va parler de ça, de tokenisation. Alors, c'est quoi déjà la tokenisation? La tokenisation, c'est la digitalisation de la finance et des actifs. En gros, aujourd'hui, quand tu investis dans un film, quand tu investis dans une entreprise, tu le fais généralement par papier. D'accord? Donc tu vas signer un contrat. Si tu investis dans une entreprise, c'est ce qu'on va appeler un pacte d'associés ou un bon de souscription par action. Donc tu as un document qui prouve que tu es actionnaire. Dans un film, c'est pareil. Tu vas signer un contrat de cession qui prouve que tu es ayant droit. Seulement, c'est un papier. Le papier, tu peux le perdre, tu peux l'oublier, tu peux le déchirer. Et puis en fait, c'est pas le jour où tu veux le revendre. En fait, ce contrat-là, c'est pas facile parce que tu vas aller devoir le faire examiner par un avocat qui va te dire bah, ça coûte 2000 € pour que je le lise et que je te dise combien si tu veux le revendre, etc. Donc il y a toujours un vrai problème de revente. Quand c'est la tokenisation, c'est différent puisque tous ces documents-là sont digitalisés. Donc on va dire un PDF, mais qui est inscrit dans un jeton qu'on va appeler un token. Et en fait, ce token-là, ça représente ton actif. Donc tu achètes une part d'entreprise, une part d'obligation, une part d'un film. Il est directement digitalisé sur la blockchain. De la même manière que tu vas acheter un bitcoin ou une part de crypto-monnaie, c'est sur la blockchain. Ça veut dire que tu as un portefeuille numérique, comme une sorte de coffre-fort, mais qui t'appartient. Elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Alors que quand tu as ton argent à la banque, il appartient à la banque. Si ta banque fait faillite, bah, tu perds tout ton argent. En tout cas, pas tout, mais tu as une assurance jusqu'à un certain montant. Oui, jusqu'à un certain montant. Donc, c'est pas, si tu as beaucoup d'argent, tu perds plus que ce que tu gagnes. Si tu n'as pas beaucoup, tu es quand même assuré. Mais donc là, tu détiens en fait tes actifs. Donc, le fait que montrer que tu as des droits à percevoir des royalties, des droits à dividendes, etc., dans ton portefeuille numérique. Et si tu veux le vendre, c'est simplement une transaction de wallet à wallet. Donc, ça veut dire que on va pouvoir créer une liquidité sur le secteur du film qui n'existe pas aujourd'hui. On va dire, pour faire simple, c'est un petit peu la bourse du film. D'accord. Ça, c'est le marché secondaire qui n'existe pas encore, mais qui sera créé dans quelques mois, voire un an ou deux. Et nous, on agit vraiment au marché primaire où on permet du coup à des personnes de pouvoir investir dans le film à partir de 1000, 2000, 3000 €. Donc des sommes raisonnables, généralement, qu'on investit généralement en bourse ou en immobilier et qu'on va pouvoir récupérer, puisque dans le cinéma, on investit en achetant ce qu'on appelle des avances sur recette.
Donc les recettes nettes par producteur, qu'on appelle RNPP, sont versées généralement tous les 6 mois. Donc tu perçois des revenus tous les 6 mois pendant une période de 40 ans, c'est-à-dire 30 ans renouvelables, 10 ans. Pourquoi on a fait 40 ans? C'est que légalement, en France, on ne peut pas faire des revenus à vie. Donc on a fait des contrats qui sont vendus, qui donnent des droits à 30 ans renouvelables, 10 ans. Et il y a 2 cas de figure. Soit tu achètes un actif qui est déjà distribué. On a fait ça l'an dernier avec le catalogue de Mad Films. Donc c'était trois séries qui sont diffusées en France sur Canal+, Arte, RTBF, BTV en Belgique. C'est 80 territoires dans le monde, Al Jazeera aussi. Donc c'est quelque chose qui rapporte déjà de l'argent. Donc là, tu as acheté un jeton à 2500 € et on s'attendait à reverser 20% l'année. Dans la réalité, le Mad Films a reversé 25,2% sur les 3 derniers semestres. Donc c'est déjà quelque chose qui surperforme le marché. Et tu es payé tous les 6 mois par les chaînes de télé. Donc les chaînes de télé te font un virement directement sur ton compte et tu peux le revendre. Donc ça, c'est sur un actif qui existe déjà. C'est sur un actif qui n'existe pas encore parce que le film notamment n'est pas encore tourné, donc ce qui est le cas de High Pressure ou de Federico, les films qu'on finance actuellement. Alors là, en fait, tu fais une avance et tu vas avoir donc des droits pendant 40 ans, mais avec les 3 premières années où c'est là où le film se rentabilise. Puisque 6 mois avant la sortie en salle, tu as ce qu'on appelle des préventes, voire des minimums garantis. Tu parlais tout à l'heure de distributeurs. Quand tu veux vendre ton film à l'international, tu peux avoir en fait un distributeur allemand, suisse, japonais qui va dire moi je veux l'exclusivité sur mon pays, donc je paye un peu plus cher, mais je te verse ce que j'appelle une avance ou un minimum garanti. Donc même si j'achète tes droits pour 100 000 € ou 50 000 €, c'est acquis, tu me les rembourses pas. Et je prends le risque en tant que distributeur que si le film fait moins, j'ai perdu de l'argent, tu vois. Donc généralement, c'est pour ça qu'il va regarder en disant ouais mais il y a tel acteur, je vais faire au moins pour 1 500 000 de ventes, donc je peux faire déjà une avance de 10, 15, 20%. Donc ça c'est la première des choses. Ensuite le film, 6 mois après les minimums garantis qui sont versés, sort en salle. Donc du coup il y a les chiffres mais il ne sort pas en salle le même jour dans tous les pays. Donc du coup tu as une période de 6 mois plus ou moins où tu captes les revenus. Puis il y a un calendrier, il me semble, à respecter. Alors je ne sais pas si c'est partout pareil, mais il me semble que ça doit d'abord sortir en salle, puis ça sort à la télé. C'est ça, mais c'est pour ça que d'abord ça sort dans les salles. Si le film a bien marché, il va peut-être être distribué dans d'autres pays. Mais si c'est un film à distribution internationale, il sort déjà dans plusieurs pays. On va dire pendant 6 mois, tu as ta sortie en salle qui se fait où du coup tu captes les revenus. Pendant cette même période-là, si le film marche bien, tu peux avoir du coup les plateformes, donc Netflix, HBO, Prime Video, etc., qui achètent le film, sachant qu'il y a des plateformes des fois locales. Tu as une plateforme qu'en Algérie, une plateforme qu'en Turquie, une plateforme qu'en Russie. Donc tu peux des fois vendre les droits localement par pays. Et ensuite, c'est les télés. Et les chaînes de télé vendent. Et c'est pour ça qu'on a des droits qui sont versés pendant 40 ans. Parce que je prends l'exemple d'un film comme Les Bronzés ou Le Père Noël est une ordure. C'est souvent diffusé entre 2 à 3 fois par an sur les chaînes nationales. Donc ça veut dire que, là en l'occurrence c'est Patrice Lecomte qui a fait le film, ou en tout cas sa société de production, chaque année ils perçoivent quelques milliers d'euros parce que TF1, France 2 ou M6 a acheté les droits pour le rediffuser. Donc du coup, toi en tant qu'investisseur, tu perçois un petit chèque ou un petit virement tous les 6 mois dans ce genre de cas. Et si tu prévois pas de vivre encore 40 ans parce que tu as déjà un certain âge, alors tu revends tes droits à la bourse du film. Ok, d'accord. Ok. Je suis en train de me dire qu'il faut faire des films de Noël, comme ça on est sûr que... Les films de Noël marchent bien, les films d'horreur marchent très très bien. En fait, tous les films de genre marchent bien, il faut que ce soit bien fait. Mais à partir du moment où tu as un sujet qui porte des acteurs qui sont bankable et on va dire une distribution, une promo qui est assez... C'est ça qui est important, qui est assez bien orchestrée. Tu arrives normalement à assurer que le film soit déjà à l'équilibre, ce qu'on appelle le break-even, au moins récupérer ton argent. Et si après tu as des distributions internationales, parce que ça arrive souvent que des films belges notamment ne marchent pas en Wallonie, parce que c'est pas un gros marché, la Wallonie, tu vois, tu fais 5000 entrées, déjà c'est top. Par contre, le film cartonne à l'étranger. Et là, en fait, du coup, il rapporte x3, x4 à l'étranger. Donc c'est intéressant. Aujourd'hui, je pense avec l'ère de l'IA, en plus... En termes de post-prod, tu peux réduire tes budgets, ce qui fait que du coup, tu peux être à l'équilibre beaucoup plus vite.
Tu peux faire du sous-titrage ou du doublage beaucoup plus facilement et du coup viser des pays où avant tu n'avais pas accès en termes de distribution. Donc là, en fait, tu sais le mettre en place. Donc potentiellement, tu peux augmenter tes chances de revenus et diminuer tes coûts. Donc potentiellement, tu peux arriver à entrevoir une rentabilité beaucoup plus rapide et beaucoup plus conséquente. Ok. Et pour toujours un particulier, puisque là, moi, je comprends que je peux investir, je rentre dans ton club, Ace Fund, et parce que justement, ça me permet d'investir comme je peux investir en bourse ou dans l'immobilier, ok. Mais pourquoi je choisirais plus le cinéma, donc l'art en quelque sorte, que l'IMO ou la bourse, qui sont quand même, en tout cas pour moi, plus connus. Qu'est-ce qui fait que... moi, je peux me dire, c'est de l'art, c'est risqué, finalement. Si tu considères que c'est que de l'art ou que de la culture, oui. Okay. Maintenant, le principal... Comment tu le présentes à des gens pragmatiques? Justement, on reste un club d'investisseurs. La première des choses, le premier mot qu'on met en avant, c'est diversification. Okay. Aujourd'hui, on est dans une situation macroéconomique un peu tendue parce qu'on a un président aux États-Unis qui décide, en fonction de ce qu'il a mangé, d'attaquer tel ou tel pays. Et en fait, ça crée, en fonction des annonces qu'il va faire sur n'importe quel réseau social, ça va créer des effets yo-yo, on va dire, sur les marchés financiers. Donc d'exposer en fait à la bourse, d'exposer avec les cryptos. Tu peux être exposé aussi un peu à l'immobilier. Tu peux être exposé sur les matières premières et les commodités. En revanche, le cinéma, t'es pas exposé. Pourquoi ? Parce que si tu possèdes des jetons Madfilm, par exemple, ta question c'est est-ce que Arte et Canal+ ont diffusé des épisodes dans les 6 derniers mois ? Si oui, t'es payé, sinon t'es pas payé. Ça n'a rien à voir avec l'actualité. Donc c'est ce qu'on appelle un actif décorrélé. Et donc comme c'est décorrélé, du coup, ça te permet de pouvoir, pour une partie de ton patrimoine, en tout cas une partie de ton capital, de le protéger et d'avoir des revenus passifs. Ça, c'est déjà la première des choses pour avoir diversifié, avoir quelque chose de décorrélé. Deuxièmement, il y a des investisseurs qui recherchent du revenu passif. Pas tous, mais certains, oui. Donc les investisseurs qui cherchent de l'immobilier en faisant des immeubles à rapport ou de la rente ou autre chose, c'est intéressant, mais dans l'immobilier, quand tu as du 10-11%, tu dis wow, c'est incroyable. Oui. Madfilms, ils ont redistribué 25,2% sur les 3 derniers semestres. Ah oui. Et pourquoi en fait ? C'est parce que tu n'as pas de frais avec le cadastre, tu n'as pas des frais d'agence, tu n'as pas des frais de location, tu n'as pas des impayés de locataires. Tu n'as pas besoin non plus de payer tout ce qui est impôt foncier, tu n'as pas à faire l'entretien de la chaudière, etc. C'est la chaîne de télé te paye et point barre. Et en plus de ça, c'est un actif qui est immatériel. Donc tu peux le multiplier typiquement. Je prends l'exemple de l'Australie qui, à ma connaissance, ne distribue pas le programme. Si aujourd'hui l'Australie dit tiens, on va acheter le programme, potentiellement, tu montes à plus que 25%. Alors que ton immeuble, si tu as 10 appartements dedans, à part engager des frais pour en construire un 11e, tu vas pas pouvoir augmenter les revenus, tu vois. C'est vrai. Donc le cinéma permet aussi des revenus aussi qui peuvent surperformer d'autres types de marchés. Et la dernière des choses, c'est que dans le cinéma, il y a une dimension beaucoup plus émotionnelle que d'autres. Et ça, en fait, à travers le club, on te la fait vivre. C'est que c'est pas juste j'investis à travers la plateforme. Le club, on a des antennes locales dans plusieurs villes. On participe au Festival de Cannes. Moi, à titre personnel, je fais beaucoup de festivals. Festival d'Annecy, Festival de Liège, Festival de Cannes. J'ai été invité à l'Académie des Oscars. Et donc, tu peux rencontrer les producteurs. Quand tu viens à notre soirée à Cannes, tu rencontres des producteurs, des réalisateurs, tu discutes avec eux. Tu leur serres la main, tu as leur email, tu échanges avec eux. Tu peux dire, OK, j'ai rencontré tel producteur, il m'a partagé en avant-première son film, son idée ou quoi. J'adhère au projet, j'adore le sujet, j'investis. Et en plus de ça, après, tu peux avoir ton nom au générique du film, tu peux participer au tournage, tu peux participer à la post-production. Là, il y a un film belge qui est financé chez nous. Donc le producteur, réalisateur, c'est Anouar Moitassim, et il est en coproduction avec les studios Luc Besson. Donc les investisseurs pourront aller dans les studios Luc Besson en Normandie pour voir la post-production. Ça n'a aucun intérêt quand tu es investisseur dans l'immobilier en crowdfunding de dire je vais voir les travaux ou regarde, j'ai mon nom au registre des actionnaires de cette entreprise, tu t'en fiches. Ouais. Par contre, s'il y a ton nom qui passe au générique du film, que toi tu es avec tes enfants sur le canapé, que tu vois le film,
ça va avoir un aspect émotionnel plus important. Et ça, en fait, ce côté vécu qui est très important, on le fait vivre aussi au sein des membres du club, quoi. Ok, donc en fait, on remet un peu de sens et d'expérience dans l'investissement qui peut paraître un peu froid de temps en temps, en fait. Exactement. Ouais, Nous, on ok. n'est pas, c'est pas des chiffres, c'est pas des courbes, c'est pas des graphiques. Tu es en relation directe avec le porteur de projet. C'est d'où l'intérêt de la tokenisation, c'est que même si c'est sur notre plateforme que ça se passe, la plateforme utilise la blockchain. Donc si notre plateforme n'existe plus, ton portefeuille numérique existe toujours sur la blockchain et tu détiens toujours ton actif et tu investis directement chez le porteur de projet. Donc on a les producteurs de films, on tokenise également du vin. Là, on a actuellement des grands crus de Bourgogne. Tu vas discuter directement avec le producteur en Bourgogne. Tu peux aller le voir dans son domaine pour déguster du vin. On va pouvoir bientôt financer des projets de serre pour... J'ai vu des mines aussi. On a fait une mine de cuivre au Maroc. On a des projets pour tokeniser des serres pour produire ces légumes bio et donc percevoir des revenus sur ça. Donc tu vois, c'est des projets qui font du sens, mais tu es en direct avec le porteur de projet, tu es en direct avec ton actif. Tu as beaucoup plus de contrôle et de maîtrise sur ton argent. Et tu as une maîtrise aussi directe des revenus, parce que c'est directement vers toi. Enfin, tu es directement payé par le porteur de projet. La seule chose que tu payes au club, c'est ton adhésion. Ok, d'accord. Et de l'autre sens, donc quand on est, là on a vu le côté des particuliers, mais quand on est du côté des producteurs ou des réalisateurs, ça a été bien accueilli, je l'entends, mais l'intérêt pour eux, c'est quoi en fait? Il y en a plusieurs. En fonction des pays, parce que je suppose que aux États-Unis où tu es allé, c'était pas pareil qu'en Europe, donc... Alors c'est en fonction des pays, c'est en fonction surtout de la personnalité du producteur, du réalisateur. Si le réalisateur a un projet qui est porteur, où il y a déjà une communauté qui est identifiée, je veux dire typiquement quelqu'un qui est déjà très suivi sur les réseaux, ce sera plus facile pour lui d'engager sa communauté pour devenir co-producteur, co-investisseur ou contributeur du projet. Même si c'est pas du crowdfunding, mais ce sera déjà les gens, il y a déjà une fanbase qui voudront investir. La deuxième des choses, c'est que les producteurs, de manière générale, n'aiment pas le crowdfunding. Ils n'ont pas envie d'avoir des milliers de personnes qui donnent 1 euro, 2 euros, en contrepartie d'avoir un ticket ou une casquette. Là, on a des vrais investisseurs. On a des gens dans le club qui investissent des fois 50 000, 100 000 euros dans des projets. Donc, tu vois, quand tu cherches que 150 000, finalement, ça va vite. Donc, il y a ce côté vrai investisseur professionnel qui plaît beaucoup aux producteurs. Deuxièmement, le fait que ce soit en privé. Parce que ça leur plaît aussi, parce que le cinéma, de toute façon, fonctionne en cercle restreint, en cercle privé. Non pas qu'ils n'ont pas envie de s'ouvrir, c'est juste que c'est des cercles de confiance. Et donc, du coup, ces cercles de confiance-là, aujourd'hui, on les formalise, on les automatise, et ça devient quelque chose de réel, avec des bases de données investisseurs qui ont transmis leurs coordonnées, qui veulent investir dans les projets, qui se déplacent aux événements. Tu les rencontres, et c'est pas à chaque fois je galère pour dire est-ce que tu connais quelqu'un qui peut investir. Non, la liste elle est là, les gens ils s'y connectent au webinaire, ils viennent aux événements, ils organisent certains des événements puisqu'on a un ambassadeur sur Paris, sur la Martinique, sur Lyon, Marseille, Monaco, Bruxelles, tu vois, on est dans plusieurs pays. Et donc tu as ce côté proximité qui plaît beaucoup aux gens, et aussi c'est beaucoup plus rapide parce que je pense à Jean-Mac pour son film High Pressure, il a récolté 800 000 euros en l'espace de 5 mois. Via la plateforme. Via notre plateforme. Et son budget total, c'était... Alors, il a un budget total de 15 millions. Ah, ok. Il a récupéré 13,5 millions en financement traditionnel. Donc, il lui restait que 10% à financer, soit 1,5 million. Et sur ce 1,5 million, il a déjà récupéré 800 000. Ça veut dire qu'en fait, il est déjà à 96% du budget financé. Et quand je vois que des fois, des personnes attendent 4-5 mois pour avoir une réponse d'une institution qui dit on vous donne 15-20 000, là, il a 800 000 euros en 5 mois. Ça ne veut pas dire que tous les films font ça, mais en tout cas, ce projet auprès de la communauté des investisseurs Ice Fund a rencontré un fort succès. Il y a des projets, pour être transparent, qu'on a démarré entre janvier et mars, où il n'y a pas eu de jetons vendus parce que ça n'a pas été un succès. Donc c'est pour ça que ça dépend aussi on parle de com, d'une distribution de projets porteurs. Mais, vous faites des analyses ou pas des tendances qui vont marcher des métriques Alors, on ne fait pas une analyse sur l'aspect tendance ou artistique. Ce qu'on regarde vraiment, c'est est-ce que le budget est maîtrisé. Parce que des fois, il y a des gens qui demandent beaucoup trop cher. Et c'est un mauvais signe parce que pour qu'il soit à l'équilibre, du coup, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils vendent beaucoup.
ou alors ça veut dire que l'équipe de production se paye sur le tournage et nous, on n'est pas là pour nous payer avec notre argent. C'est la première des choses. Est-ce que le projet est-ce qu'on arrive à identifier un chiffre d'affaires futur parce qu'il y a déjà des distributeurs, des accords avec des distributeurs ou on va dire des acteurs bankable dedans. Typiquement, si tu me dis je fais un film, il y a Denzel Washington qui a accepté d'être le premier rôle. Bon, déjà, je me dis ça sent bon. Oui. Tu vois. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on essaie de voir. Et après, c'est le réalisateur. Si le réalisateur il dit moi ça fait 20 ans que je fais des films, tous mes films ils sont distribués à chaque fois sur Canal+, CGR, etc. En 2-3 coups de fil, quelques mails, j'ai les deals pour la distribution. C'est aussi rassurant. Donc c'est tout un ensemble qu'on fait sur du diligence pour arriver à sélectionner des films qui peuvent être intéressants pour la communauté. Et je pense que d'ici 2027, on aura un outil de scoring via l'IA qui pourra aussi nous donner des tendances. Et là, c'est pas nous qui allons faire les tendances, c'est plutôt on va sonder des producteurs internationaux en fonction de quels sont pour eux les critères des films qui marchent, en fonction des genres. Et donc ce sera un outil de scoring qui sera créé par les producteurs pour les producteurs, mais du coup on aura accès à ces chiffres-là en tant qu'investisseur particulier pour dire ok, ce film-là il est classé triple A ou double A, etc. Ok, super intéressant, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte aussi. Ouais. Moi j'aime trop ça me fera gagner du temps. Non, j'aime beaucoup. Et donc du coup, il y a une question là que je me posais en t'écoutant. C'est que, du coup, maintenant, je peux devenir coproductrice, entre guillemets, ou cofinanceur, si je peux le dire comme ça. D'autres personnes aussi. Et du coup, c'est aussi une manière de reprendre le pouvoir sur les récits, en fait, qu'on a envie de voir. Non ? Absolument. Surtout sur certaines communautés. Parce que moi, je pense que les communautés sont assez fortes. Si on pense à la communauté noire, notamment black américaine, enfin noire américaine, on a eu plusieurs cas où des rôles, des personnages noirs étaient joués par des blancs. Ça a été pendant très très longtemps. Et donc, parce que les financeurs étaient blancs, ils voulaient justement que ce soit plus rentable avec des acteurs blancs. On a eu, sur la plupart des films égyptiens, le pharaon est joué par un blanc. Et tu te dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a eu un mouvement qui s'appelait la Black Exploitation dans les années 70, avec notamment Pam Grimer, qui ensuite est revenu avec le film Jackie Brown de Tarantino, qui a mis en avant les films noirs. Et en fait, la communauté noire a toujours cette question de on n'est pas représenté, il n'y a pas assez de films qui nous représentent, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont comme solution ? C'est juste, allez, on va soutenir un film dès qu'il sort. Ça veut dire quoi ? Tu es encore dans cette position de consommateur un peu passif. Aujourd'hui, en fait, on peut donner la possibilité à une communauté comme celle-ci, il peut y en avoir d'autres, de se dire, on va financer notre film. Moi, je le sais vraiment parce que, comme je viens de la culture hip-hop, c'est exactement ça qui s'est passé, c'est que les gens du hip-hop finançaient la culture hip-hop. C'est pour ça qu'il y a eu plein de labels indépendants. Ils rencontraient leur public. C'était vraiment le direct to fan. Ça a toujours existé. Quand Lunatic ils distribuaient leurs albums de main en main sur les parkings, ils n'avaient pas besoin, ils n'avaient pas fait une étude de marché sur le direct to fan. C'était parce que c'était la solution, quoi. Et aujourd'hui, tu vends plus ton album ou ton ticket, tu vends directement tes droits à ta communauté, à tes supporters, et tu leur dire, est-ce que vous voulez, est-ce que ça ne serait pas plutôt de financer le film dès le début et vous êtes contributeur. Et donc potentiellement, je pense que en fonction des gens, de leur goût, on va pas parler de tests d'investissement, mais en tout cas des films de genre qu'ils adorent. Il y a des gens qui sont fans de Star Wars, de la science-fiction. S'il y a George Lucas ou Denis Villeneuve qui fait un prochain film, ils vont dire ah super, je veux investir dedans. Et ils sont prêts à mettre 2000, 3000 euros pour dire je suis dedans, quoi. Donc je pense que oui, ça donne un peu de pouvoir sur le récit, mais ça donne du pouvoir sur les exclusivités que ça donne en place. Parce que tu as accès au tournage, tu as accès à des making-of, à des scènes cachées, tu as accès à des anecdotes de tournage que tu n'aurais pas eu avant. Tu peux t'inviter sur les festivals, sur les avant-premières. Donc tu es quelque part dans le milieu du cinéma, quoi. Ok. Et comment réagissent du coup les gros mastodontes, que ce soit les institutions, plutôt CNC, les régions, et de l'autre côté, les personnes qui avaient l'habitude de financer,
qui représentaient une poignée, en fait, qui était une minorité, mais qui décidait en quelque sorte de ce qui se diffusait? Alors pour ce qui est des régions du CNC, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec eux. Néanmoins, je connais quelqu'un qui travaille à la région Val d'Oise, où je sais qu'ils ont un studio qui finance beaucoup de films. Eux, à partir du moment où le public peut être engagé dans un projet, ils trouvent que ça peut être intéressant. Mais c'est juste une discussion comme ça, informelle que j'ai eue avec eux. Et pour avoir discuté avec des gros studios, eux, ce qui les intéresse, c'est soit la tokenisation d'actifs pour le catalogue, parce qu'en fait, vendre des catalogues qui rapportent de l'argent, ça peut être intéressant, ou alors des fois engager un public pour arriver à savoir est-ce que le film peut marcher, parce que ça se fait en fait en privé. Ils font des fois ils demandent à un réalisateur de faire surtout les grosses productions, quand ils veulent acheter un IP type Power Rangers, Astérix, Superman, ils vont faire une sorte de projet pilote qui vont diffuser un échantillon de public test. Et si cet échantillon de public test n'est pas réceptif, ils abandonnent le projet. Et ben là, en fait, tu vois, cet échantillon test peut dire finalement on devient financeur du projet, donc il peut y avoir des choses intéressantes, et si c'est pas directement pour vendre des droits, ça peut être pour vendre tout ce qui est merchandising, et là il y a plein d'exclusivités à vendre, puisque le merchandising c'est des fois une mine d'or sur les films à très gros budget comme l'IP, de certains films dans l'animation qui ont coûté 80 millions d'euros à faire ont rapporté que 40 millions d'euros au box-office, donc c'est une perte sèche de 40 millions, mais juste en produits dérivés, ça a rapporté plus d'1 million, 1 milliard 500 millions. Donc du coup, tu vois, quand tu te dis le film, ça reste une énorme publicité pour les produits dérivés, c'est intéressant des fois d'arriver à faire du direct to fan grâce à la blockchain. C'est vrai. Et donc du coup, Ace Farm, ça répond à quoi comme solution? De financer, tout simplement? Financer, ou alors pour les producteurs, on a aussi des solutions direct to fan, il y a la blockchain. Donc en fait, on peut faire de la billetterie sur la blockchain, on peut comment ça s'appelle, certifier des objets d'un film. Par exemple, si tu es fan de Star Wars, ou même là, tu es assis sur un pouf, tu pourrais te dire... Moi, c'est Harry Potter. Bah voilà, si je te dis, tu as cette cape, la baguette ou le balai que tu as, c'est vraiment l'objet qui a été utilisé pour le tournage du 1, du 2 ou du 3, tu dis ah super, c'est cool. Si je te disais que le canapé dans lequel on est assis, c'est le même canapé qui a été utilisé dans la série Friends, où Jennifer Aniston s'est assise, tu dis ah super, c'est le vrai, tu l'as chez toi dans ton salon, c'est classe, tu vois. Ça, nous on peut le prouver dans la blockchain, puisqu'on va intégrer une puce NFC dont le numéro de série est intégré, donc tu peux vraiment le vérifier de manière intraçable et tout, donc de manière traçable et infalsifiable. Donc il y a plein d'autres cas d'usage qu'on peut proposer à des professionnels du cinéma. Ok. Et du coup, ma deuxième question par rapport à ça, donc toi tu règles un problème qui est plutôt la production, mais est-ce que derrière on arrive toujours à vendre et à être rentable en fait, puisque alors moi c'est ma logique business qui reprend le dessus. Tu as parlé des 20, des 15-20% de rentabilité que vous essayez de mettre en place le plus possible via Ace Fund, mais est-ce que au final on arrive en fait vers plus de films rentables en passant par ce modèle-là? Bonne question. La réponse aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore assez de track record, puisqu'on on a tokenisé 4 films. Il n'y en a que un qui est sorti donc Atoman, il est sorti en août 2025. Et comme en fait on n'a pas tokenisé, finalement on n'a pas accès aux recettes. Mais selon le producteur, ça a marché. En tout cas, vu qu'il tokenise son prochain film avec nous, je suis assez confiant sur le fait que ça a marché, son premier film. Et là, on a 3 films qui sont actuellement en financement, qui vont être tournés au courant de l'année. Donc je pense que d'ici 2026-2027, je pourrais avoir plus d'éléments de réponse. Ok. Et du coup, c'est pas une dernière question, mais presque. C'est toujours en lien avec le cinéma. Maintenant qu'on a parlé de tokenisation, on a parlé de production, on a parlé de distribution, on a parlé des aides. Moi, j'ai maintenant un panorama beaucoup plus large. J'ai vu que récemment, tu avais fait, en tout cas au mois de mars, tu as fait des webinaires, notamment tu t'adressais à un public bien spécifique, qui était le public féminin. Oui. Pourquoi en fait
avoir voulu faire ça en fait? Est-ce qu'il y a aussi un intérêt à démocratiser l'investissement pour ce public-là via quelque chose de plus concret comme le cinéma? Alors, il y avait plusieurs raisons. Déjà, je suis entrepreneur. Je côtoie beaucoup d'entrepreneuses qui ont beaucoup plus de difficultés à lever des fonds ou à se financer que les entrepreneurs. C'est vrai. Et donc, c'est un petit peu, ça fait écho à ta question sur la communauté. C'est que je pense que les entrepreneuses doivent être financées par des investisseuses. Tout simplement parce que les business models sur lesquels elles vont s'attaquer, les pain points auxquels elles vont répondre, sont souvent des problématiques bien féminines. Et c'est les femmes qui sont le mieux à même de comprendre. Une des règles d'or dans l'investissement, c'est que tu ne peux pas investir dans quelque chose que tu ne comprends pas. C'est pas pour défendre les hommes, et quand les hommes n'arrivent pas à comprendre un problème parce que c'est lié à un problème aux femmes. La santé des femmes, par exemple. La santé des femmes, le maquillage ou plein d'autres trucs, ou plein de trucs qui sont liés aux femmes, ils vont dire je comprends pas, je vais pas investir dedans. Alors que les femmes, c'est les premières à dire super, j'investis. Mais les femmes ont plutôt tendance à devenir je veux être cliente. Donc là, il y a pour moi une grosse base de clientes ou d'entrepreneuses qui peuvent devenir investisseuses. C'était la première des choses. Je pense aussi que l'investissement, des fois, est un peu moins répandu chez les femmes que chez les hommes. Et donc, comme le 8 mars, c'est un peu le mois de la femme, on s'était dit autant faire des webinaires à ce sujet-là, en sachant qu'on a quand même déjà 2 femmes qui sont ambassadrices de chapter chez nous. On a Nathalie sur Lyon qui a animé un webinaire de main de maître en mars. Et on a Lorraine qui est sur la Martinique. On a des projets qui sont portés par des femmes en tant que réalisatrices ou en tant qu'entrepreneuses. Donc nous, j'ai utilisé, c'est encore une fois ma manière de faire depuis que je suis dans le hip-hop. J'ai toujours considéré les choses de manière inclusive, que ce soit pour faire de la pédagogie, faire du social et faire de l'investissement. Pour moi, j'estime que c'est pour tout le monde. Donc sans distinction de sexe, d'origine géographique, d'origine religieuse. Tu veux investir, la seule chose qui m'intéresse, c'est que tu aies de l'argent pour le faire. Sinon, c'est compliqué. Et donc, on l'ouvre vraiment pour tout le monde. Et tout le monde est le bienvenu chez nous. Ok. Et les femmes productrices, elles ont plus de mal à trouver des fonds, comme les entrepreneuses dans d'autres business? Pas forcément. Une femme qui a déjà un nom... je pense, par exemple, on est en relation avec Ouda Benyamina, elle a eu un César pour Divine, qui était passé en 2016, il me semble. Donc ça a été distribué sur Netflix. Maintenant, je sais que quand tu as fait un film, là, souvent Netflix qui la suit, donc je pense pas qu'elle ait trop de problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle ne nous a pas sollicité. Eusanne n'a pas non plus trop de problèmes pour arriver à avoir des... Mais comme elle est sur des gros budgets et qu'elle s'adresse sur les États-Unis, c'est peut-être des fois plus difficile. J'ai pas assez rencontré par exemple de réalisatrices et de productrices pour te le dire, mais dans le cinéma, ce qui est pas mal par contre, c'est que c'est un milieu, il y a quand même beaucoup de femmes qui travaillent dans le secteur, même s'il n'y a pas assez de femmes qui sont mises en avant, mais il y a beaucoup de femmes qui travaillent en backstage, donc c'est un milieu qui est plus inclusif qu'on pourrait croire, en tout cas beaucoup plus inclusif que la finance, très clairement. La finance, tu te rencontres une femme sur 10 hommes, alors que dans le cinéma, j'ai envie de dire, c'est presque un milieu où la parité peut être respectée beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça que là d'ailleurs, on a un projet de financement sur une émission où ils sont une équipe de 5 ou 6, il y a un homme pour 5 femmes. Tu vois, donc c'est pas rare, quoi. Ok, donc pour nous, c'est pour ça que ça me semblait ultra logique de financer autant des projets masculins que féminins, pour pas nous aussi nous couper d'un marché d'un point de vue business, parce que ça n'a pas de sens de nous dire on va pas faire de segmentation, et aussi parce que du côté des investisseurs et des investisseuses, il y a pour moi un énorme manque en termes de propositions sérieuses et d'alternatives. Et souvent le cinéma d'ailleurs est plus concret pour une femme qu'une entreprise, que les actions, etc. C'est vrai. C'est ce qui m'a plu, en tout cas. Voilà. Ouais. C'est peut-être le mot de la fin, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'a plu, et parce que tous les autres produits dans lesquels j'ai investi, alors je me suis formée dessus, mais ça vibre pas de la même manière. Donc voilà. On a la preuve que tu es l'exemple parfait pour dire que on est sur un bon créneau. Ok, d'accord. Écoute, je vais finir par des questions que j'aime bien poser à la fin, qui sont très liées à l'argent. C'est des questions bonus. Ok.
En gros, est-ce que pour toi, un monde sans argent, c'est possible? Oui. Ah oui, explique. Il y a des sociétés qui fonctionnent sans argent. Je pense à des petites sociétés comme où le troc fonctionne très bien, parce que l'argent, en fait, c'est juste un outil de confiance pour favoriser les échanges. À partir du moment où tu es dans un milieu où tout le monde se connaît, tout le monde se fait confiance, et on peut échanger des choses sans avoir passé par ce tiers de confiance qu'est l'argent, je pense que c'est totalement possible. Et l'argent, ça sert à peut-être des fois monétiser ou valoriser quelque chose. S'il n'y a pas besoin des fois de mettre un nombre ou un chiffre sur un service, finalement, il n'y a pas besoin d'argent. Ok. Et maintenant, toujours sur la relation à l'argent, dans le milieu artistique, compliqué ou très saine? La relation à l'argent, Oui. je dirais que c'est très compliqué parce que beaucoup d'artistes sont un peu binaires, en disant que soit je fais de l'art, soit je fais de l'argent, et si je fais de l'argent, c'est je pactise avec le diable, et si je fais de l'art, je suis saint, alors qu'en fait, non, pas du tout. Je pense que ton art, il a une valeur. Il faut que tu sois conscient de cette valeur pour pas le vendre trop cher, pour pas le vendre peu cher non plus. Il y a juste à son juste prix, à sa juste valeur, ça veut dire aussi qu'il y a un marché, c'est-à-dire que potentiellement tu as un public cible sur lequel tu dois vendre, et tu dois arriver à vendre ton art. Et si tu n'es pas capable de le faire, c'est pour ça qu'il existe des managers, des impresarios, des agents qui, eux, ont plutôt compris ça, et toi tu vas te concentrer sur ta création artistique, et lui il va se contenter de le vendre. Mais si tu considères, il faut considérer vraiment que tu es un entrepreneur de l'art. Sinon, en fait, tu fais que de l'art, et pas de problème. Tu peux écrire des chansons pour ton plaisir ou peindre. Moi, j'ai ma voisine qui peint. Elle a 50 tableaux chez elle, mais elle s'en fiche. Elle veut pas les vendre. Tu vois, c'est juste pour son plaisir. Donc, si tu fais pour le plaisir, ok, tu fais que de l'art. Si par contre, tu as cette idée de voir le vendre ou en vivre derrière, il faut que tu réfléchisses comme un entrepreneur de l'art. Et là, il faut soit t'entourer, soit te former. Ok, donc il faudrait potentiellement un peu plus d'éducation financière. Éducation financière, éducation commerciale, savoir vendre. Dans les écoles, il n'y a pas ce volet-là? Enfin, je n'ai pas jamais fait d'école d'art, mais généralement, non, je crois pas. Okay. Parce que c'est vraiment centré sur l'art pur. Okay. Oui. Puis, alors qu'en fait... Et à l'inverse, je trouve que des fois, quand on est que dans le côté industriel de la musique ou du cinéma, des fois on ne parle que le côté industriel, ça va marcher. Et ils passent à côté de pépites. C'est pour ça que, d'ailleurs, pour moi, les grosses maisons de disques, comme elles visent que de la chose rentable avec une industrie, ils passent à côté de Joule, de Nekfeu, de PNL, des plus gros vendeurs, en fait. Parce qu'ils ont des fois pas le directeur artistique qui a bien compris ce que veulent les gens, quoi. Donc il y a un vrai dialogue à intégrer entre les deux. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, Grégory. C'était super intéressant. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. Oui, c'était très sympa. Et donc, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre, intégrer le club voilà, où est-ce qu'on te voit? Alors, vous pouvez aller sur www.acefund.io. On mettra tout dans les barres. On est présent sur LinkedIn, sur Twitter. Là, sur X, on essaie Ace Good. Et parfois des événements. Beaucoup d'événements. Des webinaires. Des webinaires qu'on fait. Ça, vous avez l'info sur LinkedIn. On communique aussi sur Instagram. Vous verrez sur Ace Good ou Ace Fun Club. On a les deux pages. Et vous pouvez me suivre aussi sur LinkedIn. Je suis très actif sur LinkedIn. Un peu moins sur Insta. Mais j'essaye de publier assez souvent, quand même le plus souvent possible, sur Insta et sur X. Mais sur les réseaux, voilà, vous nous suivez, Ace Good ou Ace Fund. Ok. Bon, on le fera. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Et voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère que cet échange a fait écho chez toi et qu'il t'aidera un peu plus chaque jour à mettre de l'or dans ta relation à l'argent. Si cet épisode t'a touché, la plus belle manière de soutenir le podcast est de lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est grâce à ce type de partage que, ensemble, nous briserons les tabous. Et si tu sens qu'il est temps pour toi de transformer ta propre relation à l'argent en profondeur,
Eh bien, je t'attends. Le lien pour un appel est en description. D'ici là, d'ici notre prochain rendez-vous, prends soin de toi, prends soin de tes proches et de ta prospérité.